Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la salle 2001, salle très impressionnante de 2000 places. Merci d'être venus si nombreux et bienvenue pour cette table ronde. Sécheresse, inondations, coups de chaleur, chute de la fécondité, notre planète serait-elle en train de vivre la fin de son cycle reproductif, son climatère, notre bonne vieille Terre, est-elle en pleine ménopause? Alors ce terme ménopause qui désigne ce changement biologique et cette étape de la vie, c'est un terme qui a été inventé assez récemment, en 1816. C'est un mot qui ressemble à une maladie et tout de suite, dès qu'il est apparu, on a assisté dans le corps médical à une pathologisation de cet âge de la vie des femmes. Alors la ménopause n'est pas une maladie et le dérèglement climatique n'est évidemment pas une phase naturelle, mais qu'est-ce que cette métaphore, qu'est-ce que cette personnification d'une planète en femme vieillissante nous permet-elle de penser et de conceptualiser? Merci à vous d'être présents et merci à nos trois invités d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Élise Thiebaud. Bonjour. Vous êtes l'autrice de Ceci est mon temps, ménopause, andropause et autres aventures climatiques aux éditions du Diable Vauvert. C'est la continuité de vos travaux sur les règles dans votre livre Ceci est mon sang. Bénédicte Wenden, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'INRAE, ingénieure agronome de formation, et vous travaillez sur la floraison et les rythmes saisonniers. Et Aurélie Wellenstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, scénariste, l'autrice de 18 romans et de 5 BD. Merci à vous trois. Je me présente également, je suis Natacha Triou, journaliste productrice de l'émission La Science CQFD, qui est diffusée du lundi au jeudi sur France Culture de 16h à 17h. Alors, question d'introduction, moi, quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, que j'ai découvert son titre et sa thématique, j'ai tout d'abord souri. Je me suis dit, ah tiens, ça c'est un thème audacieux. C'est quand même un peu le prolongement même de votre livre, Élise Thiebaud. Oui, effectivement, quand je parle d'aventure climatique, je fais référence au climatère. Il se trouve que le mot, effectivement, ménopause est inventé en 1816. On est en pleine révolution industrielle. On va en terminer avec un certain nombre de cycles naturels. Le début de la révolution industrielle, des usines, du productivisme et l'exode rural vont produire des choses importantes sur le corps des hommes et des femmes, mais particulièrement des femmes qui sont plus exposées, ou de façon du moins plus visible au cycle. Donc à partir de là, à partir de ce 19e siècle, on entre dans un monde du temps continu. On sort des cycles. Et c'est aussi le moment où on observe que les symptômes ou les manifestations, je préfère parler de manifestations que de symptômes, parce que, voilà, le combat toujours, ça devient quelque chose de plus visible, et en particulier de plus visible et prégnant chez les femmes qui vivent en ville, qui sont coupées des cycles, alors qu'à la campagne, et on l'observe encore aujourd'hui, elles demandent statistiquement beaucoup moins de traitements pour aborder les questions de la ménopause. C'est-à-dire que quand on est déconnecté du reste des cycles naturels, des saisons, du chaud, du froid, de la nuit, du jour. Le 19e siècle, c'est la fin de la nuit qui commence. On a l'électricité, on est aujourd'hui en situation de pollution lumineuse extrême, on perd un certain nombre d'éléments cycliques, et cette perte globale, elle s'accompagne d'une industrialisation telle que le monde va lui-même en arriver à ce qui se produit 200 ans plus tard, c'est-à-dire une catastrophe ou un processus d'effondrement lié à l'extractivisme. Voilà. Et on verra aussi quels sont les liens justement entre féminisme et écologie, évidemment, tout au long de cette table ronde. Mais je voulais aussi votre point de vue, Bénédicte Wenden, quand vous, en tant que biologiste végétale, on vous a invité aussi à cette table ronde. Comment ça vous a fait réagir? Alors, moi, j'y avais jamais pensé, à cette histoire de ménopause de la Terre. Et puis, je travaille avec des modèles climatiques, je travaille avec les rythmes saisonniers, je vois à quel point ça s'accélère, comme si la Terre passait depuis quelques décennies vraiment un cap, en fait, avec finalement des bouffées de chaleur qui deviennent de plus en plus importantes. Et pour moi, ça a été... d'abord, j'ai souri quand même, en premier. Et puis ensuite, je me suis dit que ça avait quand même beaucoup de sens.
et qu'il fallait peut-être ça permettait de voir ça avec un autre angle finalement, comment on aborde cette question des changements sur lesquels on travaille. Et vous, Aurélie Wallenstein, comment vous avez perçu également cette problématique? Vous étiez un peu plus sceptique. Moi, en fait, quand j'ai lu le titre « Est-ce que la Terre fait sa ménopause ?», je me suis dit, en fait, c'est pas du tout un cycle naturel ce qui est en train de nous arriver. C'est presque des arguments complotistes de dire que l'effondrement est lié à des cycles naturels, que la Terre s'est toujours réchauffée par le passé ou refroidie. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, là, l'effondrement de la biodiversité et l'extinction des espèces sauvages, entre autres, sont évidemment, c'est ce que je parle pour moi, liés à l'activité humaine. Et c'est nous qui sommes en train de massacrer les espèces sauvages, c'est nous qui sommes en train de tuer par millions chaque année des animaux dans nos abattoirs et dans nos filets de pêche. Et donc pour vous, la ménopause était en effet quelque chose un peu de l'ordre des arguments climato-sceptiques. C'est naturel, c'est la planète vieillissante en fin de vie, et donc c'est comme vous dites une thèse complotiste sous cet angle-là. Non, mais on se rejoint complètement en fait, parce que moi c'est pas la ménopause en tant que phénomène naturel cyclique qui ouvre au vieillissement tous nos corps, mais bien la pathologisation de la ménopause, sa médicalisation, qui s'inscrit dans un système de pensée où la fin de la fertilité est considérée comme une fin en soi de l'individu et pas du tout comme le début d'un nouveau cycle qui va se poursuivre sous une forme différente. C'est pas comme une métamorphose pour le coup naturelle, saisonnière, comme on l'a pu le vivre pendant des millénaires. Mais vraiment, à partir du 19e, ça se catalyse comme une objectivation du corps humain qui va ensemble avec une objectivation extrême de la nature, dont les résultats sont ceux que vous dites. Voilà, c'est là où on se rejoint en fait. Mais d'ailleurs, pour rentrer un peu plus précisément dans votre essai, Elise Thiébaut, vous le dites, on l'entend d'ailleurs dès les premières minutes de cette conférence, vous êtes très critique sur justement cet aspect pathologie de la ménopause. Et c'est vrai que quand on regarde dans le corps médical, on entend parler de symptômes, de carences, de risques. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de votre livre, cette critique justement de cette vision médicalisée. Alors en fait, on est face à des prophéties autoréalisatrices concernant la ménopause. C'est-à-dire que plus on vous explique que c'est une catastrophe, que c'est un malheur, que c'est horrible à vivre, et plus vous allez être appelé ou amené à le vivre de manière difficile. On voit bien à qui ça s'adresse. Je me suis posé la question quand on a inventé le mot ménopause. C'est Charles de Gardanne, un médecin qui pose ce mot à partir du grec en 1816, comme vous l'avez dit tout à l'heure. À qui s'adresse-t-on quand on écrit 200 thèses tout le 19e siècle en Europe, 200 thèses paraissent sur les menstruations et la ménopause qui vont présenter ça d'une manière dramatique. Eh bien, on s'adresse précisément en France aux femmes qui ont fait la révolution quand elles avaient 30 ans, ou en tout cas qui ont traversé cette période, qui ont déjà tout raté, qui vont arriver à la maturité au début du 19e siècle, qui se sont fait déjà avoir par le Code Napoléon, qui en fait des mineurs à vie, qui leur enlève un certain nombre de droits. Et au moment où elles pourraient atteindre une certaine forme d'autonomie, une certaine forme d'épanouissement ou de légèreté. Avec un peu de chance, elles sont veuves. Avec un peu de chance, elles peuvent enfin avoir des relations sexuelles sans risquer de tomber enceinte. Eh bien, on leur dit « tu vas mourir ». Au moindre mouvement, tu vas perdre ta matrice. On leur interdit de manger, de boire, de faire de la balançoire. Parce que la balançoire, par son mouvement, évoque les relations sexuelles qui elles-mêmes sont strictement interdites. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit « tu n'es pas libre, tu ne le seras pas, tu n'es qu'une morte en sursis, tu ne sers à rien ». Et comme c'est faux, il faut leur répéter, il faut les terroriser. C'est le principe de la propagande de base. Il faut savoir que les plus grandes injustices, qu'il s'agisse
voilà, du capitalisme, de la surexploitation, du patriarcat, de l'esclavage, eh bien, ça doit, comme ça fait offense à tout ce que nous voyons et expérimentons dans nos corps, ça fait l'objet d'une propagande ultra-violente. C'est ça qui se passe au XIXe siècle, quand on invente le mot ménopause et quand on explique aux femmes qu'elles ne valent rien. Il y a une petite anecdote qui est quand même amusante. Je me suis demandé comment on appelait la ménopause avant qu'on invente ce terme. Eh bien, l'un des mots qu'on employait avec H critique, c'est le mot retour d'âge ou âge du retour. Parce qu'on avait observé que c'était un moment de glamour, d'épanouissement nouveau chez les femmes. Les courtisans aimaient bien aller dans les salles de concert pour essayer de voir les femmes qui agitaient leur éventail et dont on considérait qu'elles étaient disponibles à l'amour et expérimentées, et que en plus, ne risquant pas de tomber enceinte, eh bien, on pourrait en faire ou espérer avoir de très bonnes amantes. Mais ça dit bien, c'est un bel exemple qui montre aussi que la ménopause, c'est une construction culturelle. C'est une construction culturelle et sociale. Cécile Charlap l'a bien montré dans son essai « La fabrique de la ménopause ». Et il faut le dire, beaucoup de cultures dans lesquelles l'âge de la ménopause est considéré comme l'âge où on accède à de nouveaux pouvoirs, où on va devenir des grandes amoureuses, où on va initier des hommes plus jeunes, où on va pouvoir participer à des décisions, où on va être sollicité pour donner des avis parce qu'on considère qu'on a atteint une plus grande sagesse, et une sagesse d'autant plus grande que les corps féminins ont été traversés par une expérience reproductive qu'elles seules connaissent. Vous parlez en effet de la ménopause, de l'invention de ce mot au XIXe siècle. Aujourd'hui, dans la façon dont les femmes sont traitées vis-à-vis de la ménopause, avec les docteurs notamment, on voit que cette approche pathologique, ça construit une image quand même très négative du vieillissement des femmes. Ça, qu'est-ce que ça dit justement des représentations de la femme et des rapports sociaux de sexe ? Alors, au sexisme s'ajoute l'agisme. C'est-à-dire qu'effectivement, face je gagne, pile tu perds, ça ne s'arrange jamais. C'est-à-dire, on a une valeur indexée sur sa supposée fertilité, et puis cette valeur est censée s'effondrer au moment de la vieillesse. C'est quelque chose qui est très occidental, de considérer la vieillesse comme un âge qui n'est considéré que pré-mortem. Absolument pas comme un âge où on va pouvoir éventuellement bénéficier d'un nouveau cycle, d'une sagesse acquise, de sensations nouvelles. Tout ça est totalement nié parce qu'encore une fois, la seule chose qui importe, c'est la soumission d'un sexe à l'autre. C'est absolument la seule chose qui importe, depuis toujours. Donc il s'agit, comme c'est faux encore une fois, il faut le répéter et le répéter fortement, de convaincre les femmes qu'elles n'ont aucune valeur. Donc, ça, comment on fait ça ? D'abord, on nous sidère. C'est un sortilège. Donc, on nous dit, dans les slogans, par exemple, des cosmétiques, tout ça étant indexé sur le profit qu'on va pouvoir éventuellement réaliser sur nos carcasses. Il va falloir nous expliquer que c'est interdit de vieillir. Crèmes anti-âge. Les crèmes anti-âge, voilà. Les crèmes anti-rides, je vois ce que c'est. Ça marche pas, mais je vois ce que c'est. Mais anti-âge, si ça existait, vous imaginez le truc ? On vous dit interdit de vieillir. C'est-à-dire, ça se passe comment ? Je me suicide maintenant ou tout de suite ? Vous attendez quoi de moi exactement ? Et dans cette sidération-là, dans laquelle deux choses ne fonctionnent pas, on parlait l'autre jour de réarmement démographique, c'est aussi la contradiction dans les termes. Dans cette contradiction dans les termes, on est interdit de vivre et d'exister par nous-mêmes. Et c'est de cette manière-là qu'on obtient notre soumission, notre silence, et qu'on peut continuer à perpétuer un monde fondé sur exclusivement le profit, la prédation et la destruction. On est aux utopiales. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien demander aux auteurs, aux autrices. J'ai demandé à nos deux autrices ici présentes de nous sélectionner des lectures. Élise Thiébaut, je veux bien que vous nous fassiez découvrir votre texte. Vous nous avez choisi un extrait que je propose à nous toutes et tous de découvrir ensemble. Les saisons, telles qu'on les conçoit dans les traditions taoïstes, sont au nombre de 24.
Liées au rythme de la Lune et du Soleil, elles ne peuvent être ni accélérées ni ralenties, mais vécues dans leur totalité pour respecter les cycles de vie et de mort nécessaires à toute régénération. Leur nom poétique signale l'extrême attention que la culture chinoise portait à l'environnement, qui m'émeut profondément. J'écris ces lignes pendant la grande chaleur, ainsi qu'on désigne le 6e cycle de l'été entre le 23 juillet et le 7 août. Peut-être les lirez-vous au 5e cycle du printemps, du 5 au 19 avril, une saison qu'on appelle lumière pure ou saison du nettoyage des tombes. À moins que vous ne les découvriez entre le 5 et le 20 mars, pendant la saison du réveil des insectes, ou en pleine descente du givre, entre le 23 octobre et le 6 novembre. Au Japon, cette tradition a évolué en fonction du climat local. Les micro-saisons sont au nombre de 72, distinguant ainsi des périodes de 5 jours aux dénominations contemplatives comme les fauvettes chantent de nouveau dans la montagne, du 9 au 14 février, les vers à soie se régalent, de feuilles de mûrier, du 21 au 25 mai, ou encore les arcs-en-ciel se cachent, du 22 au 26 novembre. Je suis née un 12 mars, lorsque les premiers pêchers fleurissent, ma fille un 16 août, quand les cigales nocturnes se mettent à chanter. Quant aux femmes, un dicton chinois résume leur saison par les animaux qu'elles incarnent. Dans la trentaine, les femmes sont des louves. Dans la quarantaine, des tigresses. Et dans la cinquantaine, des dragons. Devenir dragon est le plus beau cadeau que m'ait offert le Gangnyanqi, ainsi qu'on appelle la ménopause en chinois. C'est pourquoi j'ai été très surprise que tant d'efforts soient consacrés en Occident à critiquer cette métamorphose intime, voire à la faire disparaître avec, par exemple, les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Merci Élise Thiebaud, merci beaucoup. Merci. Bénédicte Venden, comment vous qui travaillez justement sur la floraison, les rythmes saisonniers, cette cyclicité du monde vivant, comment justement cette lecture fait écho en vous ? Elle fait énormément écho puisque quand on suit la floraison, alors moi je travaille sur les arbres fruitiers, mais quand on travaille sur la floraison globalement, on voit les différentes phases de floraison selon les espèces qui apparaissent et qui changent d'année en année en fonction du climat. Et c'est très beau ce que vous racontez parce que c'est vrai et je sais que dans d'autres cultures aussi, il y a un grand nombre de saisons qui dépendent de ces cycles-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on peut continuer à nommer ces saisons, mais qu'elles sont en train de changer. Les dates de ces saisons sont en train de s'avancer. Par exemple, sur la floraison au Japon, on a maintenant 3 semaines à 1 mois d'avance. Donc ces saisons-là, même maintenant, en fait, dans l'évolution qu'on voit, elles vont changer, elles ont déjà changé. Et donc, il faut prendre ça aussi comme finalement un cycle dans le cycle. Enfin, des saisons qui vont changer et auxquelles il faut maintenant s'adapter. Oui, c'est qu'on assiste à un dérèglement climatique et un dérèglement justement des saisonnalités. Absolument. En fait, on voit par exemple que les floraisons et les feuillaisons, donc la sortie des feuilles, sont de plus en plus tôt parce qu'il fait de plus en plus chaud au printemps, enfin à la fin de l'hiver même, avec des catastrophes d'ailleurs climatiques qui peuvent arriver, avec de gros dégâts par le gel sur les jeunes fleurs et les jeunes feuilles. Mais ce qu'on voit aussi, et puis on le voit actuellement, c'est que les chaleurs font que les automnes de plus en plus chauds font qu'on a un retard aussi dans la décoloration des feuilles, dans la chute des feuilles à l'automne. On a des retards de plus d'1 mois. Donc en fait, c'est comme si finalement, c'est toutes ces saisons il fallait les revoir complètement avec les nouveaux cycles. Oui. Et puisque votre travail précisément, c'est de comprendre quels sont les impacts de la hausse des températures, de ces dérèglements saisonniers, et de voir comment ça impacte les arbres fruitiers, leur floraison. Tout à fait. Et en fait, on essaye de comprendre ça parce que ça va finalement, le changement climatique, il s'accélère et il va beaucoup plus vite que ce qu'on peut faire. En fait, on est dans une course de la reine rouge, on est dans une course où il faut qu'on aille, finalement, on adapte plus vite que le changement climatique, mais on est en train de la perdre, cette course, parce que le temps de travailler sur des plantes est long pour arriver à comprendre et ensuite pouvoir identifier soit les nouvelles variétés, soit les nouvelles espèces, parce qu'on parle de migration d'espèces, on parle d'introduction de nouvelles espèces. Et ça prend du temps pour nous en tant que chercheurs, et ensuite, après, pour faire rentrer ça finalement
faire accepter ça par les agriculteurs, par les consommateurs, que leur environnement change aussi. Et c'est une course qu'on essaye de mener, mais qu'on est en train de perdre face au changement climatique. Est-ce qu'on sait est-ce qu'on a des hypothèses justement sur comment les plantes vont réagir à l'avenir, cette hausse des températures ? Alors, faites de la modélisation aussi pour essayer de comprendre tout ça et de projeter dans l'avenir. Mon travail aussi, c'est d'appliquer des modèles climatiques et en comprenant comment les plantes réagissent au climat, en fait, on va réussir à prédire en connaissant les scénarios climatiques. Et ce qu'on sait déjà, c'est que il va y avoir certaines espèces qui ne pourront plus, par exemple, pouvoir passer l'hiver. C'est-à-dire que l'hiver va devenir trop court, trop chaud pour ces espèces qui ont besoin d'hivers plus longs. Et donc ces espèces-là, on va les voir disparaître autour de nous. Je prends l'exemple, par exemple, du hêtre, où ce sont des espèces qu'on va finir par voir disparaître de nos paysages parce qu'elles ne seront plus adaptées et il va y avoir des changements d'air, en fait, de toutes ces espèces-là. Donc on va avoir des espèces migrées vers le nord ou en altitude. Ça se voit par exemple au Canada avec les érables qui migrent vers le nord, là où ils vont finalement pouvoir continuer à avoir leurs hivers. C'est fou parce qu'on peut faire aussi un parallèle avec les poissons, certaines espèces qui sont plutôt adaptées à des eaux plus douces, moins chaudes, qui montent vers des latitudes. Mais est-ce que on parle là de fécondité, de baisse de fécondité ? Est-ce que, je reviens sur notre sujet principal, est-ce qu'on observe des ménopauses dans le monde végétal ? Alors, on observe clairement une baisse de la fécondité, peut-être pas, une baisse de la reproduction, certainement, étant donné qu'en fait, par exemple, je parlais des gels tardifs plus tôt, les arbres vont faire leurs fleurs, mais vu que les fleurs arrivent de plus en plus tôt, avec les gels qui vont débarquer, je parle à peu près en avril, en fait, toutes ces fleurs-là, elles vont disparaître. Et du coup, il n'y aura pas de reproduction. Donc, plus qu'une baisse de la fécondité, on va plutôt avoir potentiellement une baisse de la reproduction, ce qui va poser des problèmes, évidemment, sur certaines espèces. En tout cas, par rapport à la ménopause, ce que j'ai appris dans le livre « Ceci est mon temps », c'est qu'il y a certaines espèces animales qui ont des ménopauses. Il y en a très peu. Parmi les mammifères, il y a effectivement les chimpanzés qui sont les plus proches de nous, mais surtout les orques sont la seule espèce à connaître normalement un mammifère. Quand il peut se reproduire, elle peut se reproduire jusqu'à la mort. Les orques peuvent avoir une période non reproductive qui va durer 10, 20, même 30 ans, c'est-à-dire aussi longtemps que pour les êtres humains. Et ça a donné lieu à beaucoup d'hypothèses, notamment l'hypothèse qu'on appelle de la grand-mère, où on s'est demandé quel pouvait être l'avantage reproductif pour cette espèce des orques à continuer à vivre en étant délivré du fardeau reproductif. Alors, quand on le formule comme ça, on comprend tout de suite ce qu'on imagine, à savoir que, dans la société des orques, qui présente quelques similitudes avec l'espèce humaine, puisque les orques ont colonisé tous les océans, et en fait, elles ont, puisque les orques c'est féminin, elles ont un mode de communication très élaboré, très avancé. Chaque individu, par exemple, a un signe qui l'identifie comme un prénom. Elles ont et ce signe diffère selon la communauté. On ne communique pas de la même manière au nord de l'Atlantique qu'au sud du Pacifique chez les orques, ce qui signifie qu'au-delà d'un système de communication, il y a quelque chose qui relève de la langue, donc de la culture, avec une transmission interne. Et c'est les pods, donc chaque clan familial est dirigé par une matriarche. Et on a observé que quand cette matriarche mourait, eh bien, les mâles de sa lignée avaient 2 fois plus de risques de mourir dans l'année qui suit.
Et on s'est demandé, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec l'espèce humaine où également des matriarches sont là depuis extrêmement longtemps et délivrées du fardeau reproductif, mais imaginons que peut-être ce serait elles qui avaient pu développer une culture, transmettre des informations grâce au fait que délivrées elles-mêmes du fardeau reproductif, eh bien, elles pouvaient soutenir les générations suivantes, leurs filles et leurs petites-filles, et les fils et les petits-fils, et d'une certaine manière créer les conditions de création d'une civilisation. Alors c'est une totalement autre façon de concevoir la ménopause que de l'imaginer comme ça. En tout cas, ça me permet aussi de glisser doucement vers vos romans, Aurélie Wellenstein, parce que vous avez écrit en 2019 Mère morte, paru chez Scrinéo, prix Imaginal des bibliothécaires et le PLIB. Et puis, en 2021, La baleine blanche des mères mortes. Ça fait partie de vos thèmes de prédilection dans tous vos romans d'ailleurs. La nature, l'animalité, et notre rapport justement aussi à cette animalité-là. Oui, alors en fait... Quand j'ai réfléchi au sujet, la planète fait sa ménopause, je me suis dit qu'on pouvait aussi élargir à l'écoféminisme. Moi, j'aime bien mettre en scène aussi à la fois des thématiques féministes et des thématiques antispécistes. Et je pense que ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec l'objectivation du corps de la femme, c'est quelque chose qu'on ressent très fort. Nous, en tant que femmes, je crois qu'on s'est toutes... senti parfois vu à travers le regard masculin comme un bout de viande ou comme une proie quand on marche dans les rues la nuit. Et c'est quelque chose que je vais mettre en scène dans certains de mes romans, de ce parallèle-là entre l'animal et la femme, en tant que proie, en tant qu'objectivée par les hommes. Pour parler plus spécifiquement de Mère morte. Mère morte, en fait, c'est un roman post-apocalyptique écologique, où en fait on a tué la mer, les hommes ont tué la mer au sens propre, elle a disparu, et elle revient se venger des humains sous la forme d'un fantôme. La mer revient hanter les humains. Et l'idée dans Mère morte, en fait, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que romancier pour s'emparer de la cause écologique? Comment on peut essayer de faire passer des messages? On a les documentaires, les essais, les articles de journaux qui vont nous donner des chiffres, des informations concrètes sur la destruction, par exemple, de l'océan, sur la surpêche. On est un peu sidéré par ces chiffres qui sont colossaux. Et le roman, lui, va passer finalement des grands ensembles, des grandes espèces à des individus. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, notre ressort de romancier, ça va être d'essayer de faire entrer notre lecteur en empathie avec un personnage. Donc nos animaux, nos grands ensembles, nos poissons dans Mère morte, on va redescendre au niveau du personnage, de l'individu et donc de l'émotion. On va être sur quelque chose de plus intime et de plus émotionnel. C'est, je trouve, notre levier qu'on a en tant que romancier pour s'emparer des causes écologiques. Donc dans Mère morte, en fait, je propose au lecteur aussi à plusieurs reprises de se mettre à la place des animaux, de se mettre dans leur corps, de se mettre derrière leurs yeux. Ce sont des séquences qui sont assez courtes, mais assez brutales, de grandes violences d'exploitation animale, donc la pollution, la pêche, le fait de mettre un poisson rouge dans un bocal. Aussi, je vais quand même évoquer quelque chose avec vous qui rejoint avec le corps de la femme. J'avais publié un peu avant Mère morte un roman qui s'appelle toujours Blé noir chez Gulfstream, et ça met très en parallèle la trajectoire de l'héroïne Blé avec cette fois la cause de l'exploitation animale pour la viande. Donc il y a une scène dans un abattoir à cochons, il y a une scène avec les poulets. Et pour la couverture, on avait réfléchi à mettre en fait un corps féminin avec les découpes de bouchers.
savez, les pièces de viande. Bon, finalement, on l'a pas fait parce que c'était un peu trashouille, on a jugé. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et finalement, en fait, la couverture, elle est pas mal. C'est une femme vue de dos, et en fait, à l'oreille, à la place d'une boucle d'oreille, elle a, vous savez, l'identification qu'on met au bétail, le petit numéro. Donc voilà, je trouve que d'avoir ces parallèles-là, féminisme et antispécisme, moi, m'intéresse, et j'essaie de mettre ça en scène dans mes histoires, en fait. Mais d'ailleurs, ça, Élise Thiébaut, c'est aussi quelque chose qui, je pense, doit vous parler, ce glissement, et en effet, féminisme, antispécisme, et l'écologie de la femme, et plus globalement l'écoféminisme, puisque vous avez aussi ouvert, vous êtes directrice d'une collection Nouvelle Lune au Diable Vauvert, sur cette nouvelle, ce renouveau, ce nouveau souffle autour de l'écoféminisme. Cette nouvelle collection, pourquoi a-t-elle été ouverte? C'est parce qu'on comprend mal justement ce qu'est l'écoféminisme? C'est un projet que j'avais depuis très longtemps. Ça commence en fait avec le fait que j'avais écrit une biographie de Françoise d'Aubonne, qui est une pionnière de l'écoféminisme en France, un livre qui s'appelle L'Amazone verte. Et j'ai participé avec beaucoup d'autres personnes à reconsidérer cette question de l'écoféminisme, c'est-à-dire non seulement le fait de lier la cause écologique et la cause féministe, mais au-delà de ça, l'analyse écoféministe postule que l'oppression des femmes, la domination masculine sur les femmes et le patriarcat sont à l'origine de toutes les autres formes de domination. Les dominations envers les autres espèces, mais aussi l'esclavage, le racisme, c'est-à-dire l'idée de poser une hiérarchie qui est vraiment propre aux sociétés occidentales aujourd'hui. Tout est hiérarchique, divisé, catégorisé. Et l'écoféminisme qui est apparu dans les années 70 à plusieurs endroits du monde. Françoise d'Aubonne l'a conceptualisé en France dans une grande incompréhension. Moi, quand j'allais rencontrer des témoins de l'époque en leur disant « Alors, vous avez rencontré Françoise d'Aubonne, dites-moi », ils me disaient « Oh, bah, elle était cinglée, c'est tout. » Ok. Donc ce concept si important, qui aujourd'hui vraiment éclaire énormément les pensées contemporaines, parce qu'on est un peu dans la rencontre entre MeToo et la crise climatique, d'une certaine manière, où on se dit « Ah mais dis donc, ça fait peut-être un peu sens, cette histoire ». Elle n'était absolument pas perçue comme telle dans les années 70. Et de la même manière que vous posez la question comment, dans un roman, on va permettre des récits qui vont ouvrir sur une prise de conscience ou des changements, de quelle manière on fait ça, je me suis dit que ça pouvait être bien de créer cette collection de textes hybrides. Alors le premier, donc Nouvelle Lune, avec cette idée cyclique, c'est à la fois une collection et une newsletter qui paraît à la nouvelle et à la pleine lune. Aujourd'hui, elle est parue, puisque nous sommes le 1er novembre et que c'est la Nouvelle Lune. Et puis, grâce à la rencontre géniale avec Marion Mazurik au Diable Vauvert, l'idée d'en faire aussi des livres. Donc, c'est le premier est Le sexocide des sorcières. C'est aussi un livre pour aujourd'hui, de Françoise d'Aubonne. Et puis ensuite, une novella de Lorraine Bastide qui s'appelle 2060, qui imagine la vie d'une femme de 80 ans le dernier jour, le jour de la fin du monde. Et déjà, d'imaginer pendant une seule journée d'être dans le corps d'une femme de 80 ans, c'est presque aussi révolutionnaire que d'être dans le corps d'un poisson. Parce qu'aujourd'hui, l'idée que la vieillesse pourrait être impossible et impossible humain et ressenti est encore un impensé. Donc,
voilà, ouvrir sur des sensibles, ouvrir sur une idée de diversité contre une idée de hiérarchie. C'est le sens de cette collection. Le troisième, c'était un livre de Louise May. C'est toujours un livre, il s'appelle aussi La femme aux mains qui parle, qui raconte une histoire, qui est un conte assez extraordinaire. Et le prochain, qui sort dans une semaine, est un livre de Sabrina Cassa qui s'appelle Le faux souvenir. Et cette collection, il n'y a pas une intention politique, parce que quand on crée, quand on imagine, on pense des possibles qui sont au-delà de la politique, qui permettent à la politique d'advenir, mais qui ne sont pas de la politique. En fait, fuck le marketing. Bénédicte Wenden, je me tourne à nouveau vers vous, parce que entre les mouvements d'écoféminisme ou encore la littérature de l'imaginaire qui s'empare de ces questions liées à l'environnement, comment c'est perçu aussi pour vous en tant que chercheuse? Est-ce que c'est quelque chose qui peut par exemple nourrir votre façon de faire de la recherche ou de prendre corps avec ce sujet? Alors moi, j'ai toujours beaucoup lu de science-fiction, et finalement, quand j'étais étudiante, on voyait ça comme des dystopies vraiment très très loin, parce que même à cette époque-là, la société était quand même restée encore dans un déni de changement climatique. Et puis j'ai commencé à travailler dessus, et là, ça s'est beaucoup assombri. Et finalement, mes recherches, au fur et à mesure, elles ont commencé à faire corps avec ce que j'avais pu lire en termes de dystopie, de catastrophes climatiques qui menaient vraiment le monde à sa perte. Et nous, notre travail quand même en tant que chercheurs, c'est d'essayer de trouver, de proposer en fait la petite lumière, proposer quelles sont les solutions pour pas arriver dans ces dystopies, mais pour continuer dans un monde qui ne sera pas le même que maintenant, mais dans un monde qui va continuer à être vivable dans les meilleures conditions. Et finalement, des romans plus récents comme ceux de Becky Chambers, qui sont finalement beaucoup plus positifs, ça crée en fait une sorte d'appel pour notre travail de chercheur, en disant bon, notre travail à nous, il est en parallèle aussi de certaines évolutions de la littérature, où on va sur des choses qui sont beaucoup plus positives et optimistes en fait, et ça crée du dynamisme et de la motivation pour notre message et pour notre travail. Ça, Aurélie Wallenstein, comment vous aussi vous prenez cette thématique-là, la crise environnementale, pour la traiter au cœur de vos romans? Oui, enfin, ça me parle ce que vous dites. En fait, en tant qu'auteur et autrice de fiction, on se pose beaucoup la question comment on va mettre en scène ces récits. Est-ce qu'on va faire du post-apocalypse sans aucun espoir, très noir? En fait, on n'est plus vraiment au stade des lanceurs d'alerte comme jadis. C'est dépassé, vu qu'on est rattrapé, comme tu dis. On est rattrapé par les événements. Là, j'ai lu un essai récemment qui est disponible sur Internet, si vous voulez aller le lire. C'est publié par l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et ça s'appelle « Des récits et des actes, la culture populaire au service de la transition écologique ». Alors ça raconte qu'effectivement, vraiment la fiction peut donner envie aux gens de s'investir et d'agir, mais qu'elle peut aussi paralyser si elle est trop défaitiste. Donc c'est aussi à nous de trouver un juste équilibre. C'est très difficile, je trouve, entre mettre en scène donc de l'exploitation, enfin ce qui se passe actuellement, quoi, des choses très noires, et en même temps de faire entrer la lumière. Donc moi, ma démarche, c'est un peu maintenant d'essayer d'éclairer les ombres, c'est-à-dire que de parler aussi de résilience, d'avoir des personnages qui s'entraident. Tout à l'heure, je parlais de se mettre à la place aussi des animaux. Alors ça va être le concept d'empathie. Donc je pense qu'avec nos récits de fiction, avec les romans, notre pouvoir de romancier, ça va être de vous faire entrer en empathie avec autrui, avec d'autres espèces qui peuvent être très à distance, comme voilà, encore une fois, comme les poissons, parce que le poisson, ça parle pas, c'est froid, c'est gluant, ça vit dans un monde très lointain. Comme je disais tout à l'heure, on les voit un peu en grands ensembles. On parle de tonnage de poissons. On imagine la mer un peu comme une sorte de grand frigo géant pour notre alimentation.
Et oui, voilà, c'est le récit, l'essai dont je vous parlais. Donc voilà, de remettre avec les romans un individu au centre. Et je pense que ça, c'est des leviers assez intéressants pour faire rentrer un peu de lumière dans nos récits post-apocalyptiques. Justement, sur comment construire des imaginaires de lutte qui suscitent l'engagement, l'empathie, vous nous avez, vous aussi, préparé une lecture, si ça vous dit, Aurélie. Un extrait de Mère morte, il me semble. Oui, alors j'ai pris un extrait, mais plutôt sympathique, parce que j'aurais pu... Vous avez dit plutôt optimiste. Oui, plutôt... ça suffit. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu lire un extrait avec les fameuses séquences rêves où on a où on se met à la place d'un animal en souffrance, mais bon, c'est des séquences extrêmement violentes. Je veux pas. C'est un peu comme les vidéos d'L214, quoi. C'est se confronter à cette réalité-là. Moi, je trouve ça très très dur à visionner. Des fois, j'arrive pas à visionner les vidéos jusqu'à la fin. Mais c'était un peu l'objectif de ces séquences rêves, mais j'ai pas voulu vous imposer ça. Donc j'ai pris un extrait avec la Trélia, donc qu'on voit sur la couverture du grand format, la delphine fantôme, parce que je l'appelle la delphine. C'est une dauphin femelle. Et donc elle est morte, hein, donc c'est un fantôme qui est allié à un exorciste des animaux marins. Et donc c'est quelque chose qu'il a caché pendant très longtemps, son amitié avec cette delphine fantôme. Et là donc on a une scène un peu sympa entre l'exorciste et sa delphine. Elle, donc c'est la delphine. Elle le trouva plus facilement que la fois précédente, apparaissant hilar, sa bouche sinueuse largement fendue en un sourire espiègle. L'énergie de la baleine exorcisée persistait en elle. Elle vint danser autour de lui en sifflant pour lui raconter les 1001 choses incompréhensibles qu'elle vivait dans le secret de la marée basse. Oural se sentit électrisé par son sonar fantôme. « Viens, ma belle, viens !» Il lui offrait ses mains. Le ventre gris glissa à travers ses doigts. L'énergie du jeune homme se mit à fondre. Lui n'avait pas tout à fait récupéré de sa dernière marée. Trélia effectua de grands sauts, puis à la verticale se livra à une danse en recul, sa dent projetant des éclaboussures immatérielles de brume fantôme. Elle émettait des craquements, des sifflements et des grincements stridents qui ressemblaient à un rire. En temps normal, Oural se serait amusé de cette joie délirante, mais son rêve le tourmentait. « Trélia, je dois te dire quelque chose d'important. » La delphine redescendit à sa hauteur, curieuse. Elle tournait la tête afin de le considérer alternativement de ses petits yeux mobiles et malins. Elle devait s'attendre à quelques plaisanteries. Oural avait remarqué qu'elle adorait qu'ils disent du mal des requins, et plus étonnant encore, au bastion, elle raffolait des potins. « J'ai rêvé de toi, lui révéla l'exorciste. Tu mourais dans les bras d'un petit garçon, au fond d'une piscine vide. Tu étais brûlé par le soleil. » Le regard malicieux de Trélia noircit en 2 billes sombres. Elle effectua un bond fulgurant et fit claquer sa queue à 10 cm du visage d'Oural. Le jeune homme perçut le vent sur ses joues. La violence et la puissance de cette gifle assénée pour l'exemple. Si elle l'avait touché, elle aurait probablement réussi à expulser son âme de son corps. « Excuse-moi, je ne voulais pas te blesser. » La delphine remonta au-dessus de lui. Ce n'était qu'un avertissement. Il n'était pas en droit d'évoquer cela. Cette douleur n'appartenait qu'à elle. Le cœur d'Oural se serra. Trélia était unique. Tous ses congénères, morts à cause des hommes, formaient des légions vengeresses qui massacraient les humains. Elle était la seule à se ranger de leur côté, en dépit de ce qu'elle avait vécu. Lui rappeler ce souvenir, c'était ranimer les braises de son passé, exalter sa colère et peut-être son désir légitime de vengeance. « Tu peux me tuer, s'entendit-il dire. Si cela te fait du bien, je suis d'accord, je te donne mon âme. » Elle le lorgna de nouveau avec colère. « Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ?» La delphine ne répondit pas, ou bien il ne la comprenait pas. Elle continua de nager autour de lui, et peut-être qu'en réalité, il n'y avait aucune réponse à donner, parce qu'il ne pouvait rien faire, on ne pouvait plus réparer. Bon, ça finit de façon pessimiste, mais alors, si vous lisez Mère morte... Merci Aurélie, merci Aurélie Wallenstein. Peut-être qu'il trouvera une solution. Il nous reste encore quelques minutes avant de passer le micro public si vous avez des questions. On vient d'entendre l'importance de l'empathie chez vous. Pour conclure, qu'est-ce que ça permet finalement, cette personnification de la planète Terre qu'on pourrait rapprocher à une femme ? Qu'est-ce que cette image, qu'est-ce que cette métaphore permet-elle selon vous ? Élise. Je ne suis pas
persuadée que... Enfin, moi, c'est pas vers ça que je m'oriente, c'est plutôt vers la dimension sensible de nos vies et le fait que nous sommes reliés. Ce qui m'importe au-delà de la question de la personnification ou de l'empathie, c'est la prise de conscience que nous sommes reliés les unes les uns aux autres, mais non seulement en tant qu'individus appartenant à l'espèce humaine, mais individus appartenant à toutes les espèces. Nous sommes reliés aux vers de terre, nous sommes reliés aux brins d'herbe, nous sommes reliés aux vibrations de la terre, nous sommes reliés au cosmos. Et c'est cette conscience de nos liens et de nos sensibilités qui sont éteintes par la vie moderne. C'est là, à mon avis, que réside l'espoir principal. Voilà ce qui m'importe. Alors, si cela suppose parler de la terre-mère, tant mieux, mais vu ce qu'on fait aux femmes et aux mères, pas sûr que je sois à fond pour. Bénédicte Vanden. Oui, je pensais à quelque chose comme ça, pas forcément la personnifier, mais dans la discussion qu'on a, on voit bien quand on la compare finalement aux femmes, de bien comprendre que finalement tout ce que subissent les femmes dans notre société à tous les niveaux, et finalement ce sont des choses qu'on pourrait voir aussi dans un angle qu'on fait subir à la Terre, et créer cette empathie globalement, en fait, on mélange complètement là finalement la lutte contre le réchauffement climatique, le féminisme, et dans l'idée de changer complètement les paradigmes de puissance et d'arriver à changer ce qui permet d'avoir de l'empathie et une meilleure image en fait des actions qui peuvent être menées. Oui, excusez-moi, juste, en fait, j'ai raté la... C'est un piège, cette question-là, parce que... Non, mais c'est vrai, c'est un vrai piège, parce que le patriarcat, et puis le monde moderne tel qu'il existe dans son extractivisme, c'est vraiment construit sur une naturalisation des femmes et une féminisation de la nature pour justifier son exploitation, son contrôle. Donc c'est très compliqué de se référer ensuite à une personnification parce qu'on s'y perd. Dépersonnifier, déféminiser, débinariser, y compris le féminin, le masculin qui serait dans tout, est une division sans espoir et même délétère. Donc plutôt nous fondre dans cette diversité et dans ces liens que de les personnifier, ce qui les appauvrit. Aurélie Wellenstein. Oui, ça me faisait penser à ce que vous dites, au fait qu'avec par exemple, quand on conseille pour pas sauver la planète, mais aider un peu, de manger moins de viande, on se prend des torrents de boue en fait, parce que la viande c'est très viril. Et par exemple, quand on se moque un peu des hommes végétariens, c'est les hommes soja, et du coup c'est un peu rabaissé, c'est pas viril, c'est pas guerrier. Il y a tout cet imaginaire là. Nous, les femmes, avec nos petites salades de quinoa, on est un peu ridicules. Et aussi que c'est des causes secondaires, c'est-à-dire les luttes des femmes et puis les luttes pour la terre et tout ça, que c'est un peu secondaire après des sujets sérieux, quoi. Il vaut bien mieux continuer à s'entretuer, à faire la guerre, à s'exploiter, à s'affamer. C'est quand même des valeurs viriles beaucoup plus intéressantes pour tout le monde. Merci pour cette conclusion. Merci beaucoup. Nous avons 10 minutes ensemble pour faire le tour des questions dans le public. Je ne vois rien du tout avec les lumières, mais nous avons un micro qu'on peut faire tourner. Alors, où est ce micro et où est la personne qui peut m'aider à... Merci, je suis myope en plus, c'est super. Merci, jeune femme. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée ? La première question est toujours difficile, mais il faut... Ah, ici, là-bas, ça va faire un petit marathon, tout ça, dans une salle de 2000 places. Bonjour. Oui, ça marche. Déjà, je vous remercie
pour l'ensemble des informations que vous nous avez données, communiquées, partagées. Et du coup, ma question, ce serait, est-ce qu'il ne serait pas temps de réapprendre ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, ce que c'est que la Terre, son fonctionnement, avec toutes les connaissances qu'on a sur le plan scientifique, sur le plan littéraire, l'ensemble des cultures. Et j'ai envie de dire, on a une bonne diversité de connaissances dans ce monde, non ? De façon un peu plus intelligemment. C'est super comme question, mais ça révèle une chose, c'est que précisément, je trouve qu'on n'a pas tant de savoir. Et alors, en particulier, par exemple, moi qui travaille beaucoup sur la question du corps dit féminin, le nombre d'informations qui nous manquent, y compris sur des choses aussi basiques que la fertilité humaine. Vous imaginez qu'on a découvert seulement en 2008 ce que contenait le sang menstruel. C'est-à-dire on a découvert seulement il y a une quinzaine d'années qu'il contenait des cellules souches, des cellules qui n'existaient jusque-là que dans la moelle osseuse et dans le sang du cordon, présents donc à chaque cycle, pendant 450 fois d'une vie féminine, dans le sang menstruel. On le sait seulement depuis 2008. On en fait quelque chose ? Ben non. On a seulement testé l'année dernière du vrai sang sur des protections périodiques. Et même pas du sang menstruel, du sang veineux, qui n'a rien à voir. Donc, on a, en raison des tabous qui servent à continuer à objectiver le corps féminin, eh bien, on continue à être dans une ignorance très très grande, scientifique, d'un certain nombre de processus sur la question, par exemple, des hormones. On est il y a beaucoup d'ombre et de méconnaissances, ou sur une maladie comme l'endométriose, dont on sait qu'il faut encore aujourd'hui 7 ans d'errance médicale pour obtenir un diagnostic. Donc, ça serait bien d'étudier davantage ce qu'est un corps, et en particulier ce qu'est un corps féminin qui, jusqu'à présent, et on le voit dans le cas de la ménopause, est encore considéré, disons, comme la variante un peu débile du corps standard qui est le corps masculin. C'est encore aujourd'hui, dans la science, comme ça que c'est pensé et fait. Mais du coup, c'est un peu la même chose pour le corps masculin, parce que finalement, il n'y a que récemment où on sait comme quoi, voilà, il y a des variations de sécrétion de testostérone, que ça influe sur les comportements, etc. Et donc, du coup, relier en fait, à la fois ce que c'est que, en fait, juste que ça rentre en interaction, en fait, et qu'on puisse mieux comprendre, parce que connaître le corps féminin d'un côté, connaître le corps masculin d'un côté, et ne pas s'intéresser à l'interaction entre les deux, ça crée. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Évidemment que c'est ça qu'il faut faire. On va pas rentrer là-dedans, mais bon, nous, on nous explique tout le temps que nos corps sont soumis à des cycles hormonaux, que voilà, si on est de mauvaise humeur, c'est parce qu'on a un gna. Personne ne dirait à un homme en colère, et il s'avère que des hommes en colère existent, la preuve par la guerre, que ils ont peut-être un peu une overdose de testostérone, et que peut-être il faudrait se calmer. Ça n'arrive jamais. Donc en fait, au-delà même de la science, c'est la façon dont on s'organise à cet égard qui compte. Bénédicte. Oui, alors après, ce genre de questions, c'est vraiment casse-gueule pour des chercheurs, parce que on se dit, mais avec tous ces chercheurs et toutes ces années de recherche, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez toujours rien trouvé. Bon, on avance dans la connaissance, mais en fait, quand on est chercheur, ce dont on se rend compte, c'est qu'à chaque fois qu'on tire un fil, il y a la pelote qui vient avec, et puis l'autre pelote, et puis ça sort des questions, parce que là, on parlait de l'homme, du corps humain, du corps de l'homme, du corps de la femme, et l'environnement, parce que évidemment que là-dedans, il y a l'environnement. Et alors là, on a des milliards de combinaisons entre les corps, à quel âge, les hormones, comment, dans quel environnement, l'inné, l'acquis. Il y a énormément de choses qui jouent là-dedans. Et là, on parle juste de l'homme, de la femme. Mais
on amène à ça toutes les espèces animales, les espèces végétales, toutes les complexifications des environnements. Et en plus maintenant, alors qu'on pensait qu'il y avait des choses qu'on avait compris, il y a le changement climatique qui arrive là-dedans, hyper rapide, et bam, on comprend plus rien. Donc voilà, c'est pour dire que on avance dans les connaissances, et je pense que les questions de société et comment elles font finalement évoluer la recherche sont hyper importantes. Et la société par rapport à ça et les besoins de la société sont là pour faire changer la façon dont on voit en fait à la fois les données existantes et comment on peut obtenir de nouvelles informations. Une autre question dans le public. Je suis très mauvaise pour repérer, je suis myope, mais comme pas possible. Ah, là-bas, ça s'agite, merci. Je ne sais pas si ça, mais c'est bon, ça marche. Oui, en fait, je me demandais, parce que c'est vrai que lier la femme à l'environnement, c'est quelque chose de très profond. Qu'est-ce qui a été pour vous l'élément déclencheur de lier ces deux aspects-là de la vie, finalement? Élise? Mais... J'ai pas compris totalement la question. Le lien, pourquoi relier femmes et environnement c'était ça le... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous? Enfin, quelle réflexion vous a amené à vous dire, au final, il y a quand même des similitudes entre la femme, les animaux, l'environnement, et au final, même scientifiquement, on peut attester ça. D'accord. Je l'ai un peu expliqué avant. Dans la pensée patriarcale occidentale, on a une naturalisation des femmes, c'est-à-dire on considère qu'elles sont du côté de la nature parce qu'elles procréent, parce qu'elles sont donc considérées comme otages de leur nature, c'est-à-dire n'ayant pas la capacité à la transcendance, expliquait Simone de Beauvoir. Elles sont dans l'immanence, c'est-à-dire subissant leur corps, comme les animaux, suppose-t-on, subissent leur corps et suivent, disons, le plan de la nature. Donc il y aurait un plan auquel les femmes seraient soumises, qui est celui de se reproduire, d'assurer la survie de l'espèce sous le contrôle des hommes. Ce serait ça, leur nature. Et ça fait partie de la manière dont nous sommes éduqués, femmes et hommes, conditionnés à vivre, alors pour des raisons assez justes, assez logiques plus que justes, parce qu'elles ne sont pas justes, mais qui sont qu'effectivement pendant très longtemps, le contrôle de cette fertilité n'appartenait pas aux femmes. On ne pouvait pas décider, sauf à contrôler les relations sexuelles. Et il se trouve que ce n'est pas les femmes qui, dans les derniers milliers d'années, contrôlaient l'accès des hommes à leur corps. Ça a existé, d'après les anthropologues, précédemment, par exemple, à la préhistoire. C'était les femmes qui décidaient quand et avec qui. Et ça a changé au fil des siècles et des millénaires. Donc, le fait de ne pas pouvoir choisir ça, ou de ne pas pouvoir empêcher, par exemple, le sang de s'écouler. Françoise Héritier disait les hommes font couler le sang, les femmes voient couler le sang. Et ça expliquerait une division femmes-hommes dans la société. Or, on pourrait dire les hommes ne peuvent pas grand-chose à leur érection. Et on aurait pu très bien penser les choses autrement. Mais il se trouve que oui, cette naturalisation, elle fait vraiment partie de la façon dont les femmes sont dominées. C'est la question fondamentale que je me pose dans tout ce que j'écris. C'est la raison pour laquelle, en tout cas moi, je m'y suis intéressée. C'était une longue réponse, pardon, et un peu bordélique. Mais oui, il nous reste 2 minutes. Ce sera donc la dernière petite question avec une dernière réponse. Je ne sais pas où est passé le micro. Bonjour. Je voulais savoir quels sont les moyens mis en place et qui finance ces études-là. Quel organisme, quels moyens on a mis en place pour ça?
Les études, sur quel type d'études d'ailleurs? Parce que c'est vaste, sur la physiologie féminine, sur l'environnement et sa résilience vis-à-vis du réchauffement climatique. Mais en soi, tout ce qui vous fait avancer dans votre cause, c'est-à-dire que tout ce qui va être dans l'écologie, dans l'accompagnement aussi au niveau de la transition écologique, même si le combat est perdu d'avance, qu'est-ce qui nous... Je suis désolée. Non, on parlait de l'ADEME tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'organismes. Donc moi, je travaille pour l'INRAE, Institut national de la recherche, agriculture, agronomie. On en a parlé parce qu'on a changé de nom. Alimentation, environnement. Voilà, et typiquement, en fait, c'est vraiment des travaux qu'on mène à la fois en projection et en accompagnement de cette transition écologique. Il y a énormément de recherches actuellement sur tout ce qui est agroécologie, par exemple. On pousse beaucoup dans ce sens-là, d'accompagner au niveau aussi des consommateurs, des producteurs, de mieux comprendre dans sciences animales également, comment on peut finalement avancer dans cette évolution de l'environnement, dans la société, pour se projeter et essayer de comprendre quelle sera l'alimentation, l'écologie dans les décennies et siècles à venir. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette discussion, mais avant de vous libérer, je rappelle quand même que votre ouvrage, Élise Thiebaud, Ceci est mon sang et ceci est mon temps, ménopause, andropause et autres aventures climatiques aux éditions du Diable Vauvert est disponible. Ils sont tous les deux disponibles à la librairie des Utopiales et on vous retrouve demain au lieu unique, il me semble, à 15h, réinventer le corps. Non, je pense que c'est ici aussi. C'est ici aussi? Bah, moi, le lieu unique. Le lieu unique. J'essaierai d'être au bon endroit. Vous trompez pas. Aurélie Wellenstein, vos romans sont aussi disponibles à la librairie des Utopiales et Bénédicte Véden. On vous retrouve demain au lieu unique à 16h pour la conférence Comment les arbres s'adaptent au rythme des saisons. Merci à vous toutes et tous et bon festival à tous. Merci. Merci.